Donc je suis votre raconteur d'histoire. Les grands disent guides, moi je préfère dire raconteur d'histoire. Pendant une petite heure, je vous accompagne sur ce tour. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui nous a amené à être ici aujourd'hui sur cette Dordogne, sur cette Gabarre, et dans ce village de la Roque-Gajac. C'est le troisième village le plus visité en France, paraît-il. Troisième village le plus visité en France. Donc c'est assez curieux qu'un village comme ça puisse attirer autant de monde. C'est parce qu'il a beaucoup d'histoire, évidemment. Il est lié à la Dordogne. Et la Dordogne, je vous rappelle qu'elle prend sa source dans le Massif central, au pied du puits de Sancy. L'histoire se passe à 1700 mètres d'altitude. Et en fait, la Dordogne est la jonction entre deux ruisseaux, la Dor et la Dogne. Ça, tout le monde le sait quasiment aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Dor et la Dogne ne sont pas à l'origine du nom de la Dordogne. C'est l'inverse, en réalité. Puisqu'avant de dire Dordogne, on dit Dordonia, c'est de l'occitan. Et Dordonia, en fait, c'est un héritage culturel et linguistique des Celtes. Les Celtes qui habitaient ici il y a 2500 ans appelaient déjà la rivière Dourhouna, ce qui signifie l'eau qui va vite, l'eau rapide. Dourhouna, Dorona, Dordonia, Dourdoigne et Dordogne, finalement en français. Donc quand on a décidé de créer des manuels scolaires pour la géographie pour les enfants, il y a environ 140 ans, on a décidé que la Dordogne était composée de deux ruisseaux, la Dor et la Dogne. On a donné ces noms-là au moment où on a écrit les bouquins, tout simplement. Alors en fait, l'eau rapide, c'est un nom qui n'est pas volé, puisqu'on peut passer de 25 mètres cubes par seconde, ce qui est relativement peu quand même. Là, on est même en dessous, on est à 18-19 mètres cubes par seconde. On est en période relativement sèche, même s'il pleut aujourd'hui. Il y a vraiment très peu plu ces derniers temps. On peut monter, mais c'est là jusqu'à 2500 mètres cubes seconde. C'est-à-dire 100 fois plus de courant qu'en plein été. Ça se passe à la fonte des neiges. Et donc, il peut arriver au mois d'avril qu'on ait 100 fois plus de courant qu'aujourd'hui. Donc ça va créer des problèmes dans les villages et dans les champs. Évidemment, on a eu des crues monumentales. Par exemple, au village de la Roque-Gajac, avant la construction des barrages, à la fin du 19e, on pouvait avoir 4 mètres d'eau dans le village. Par rapport à aujourd'hui, ça fait une sacrée différence, ça c'est sûr. Aujourd'hui, on a encore des crues. Malgré tous les barrages qu'on a constitués autour de nous, il y en a 5 en amont du côté d'Argentat qui sont sur la Dordogne, 17 sur les affluents, et 4 autres en bas entre la Linde et Bergerac. Grâce à ces barrages, il y a moins de crues, mais on en a encore de temps en temps. Et elles sont moins violentes, évidemment. L'an dernier, au mois de janvier, on a dû fermer toutes les entrées au rez-de-chaussée, parce qu'on avait encore de l'eau, 50-60 cm dans le village. Donc voilà, on n'habite pas au rez-de-chaussée au village de la Roque-Gajac. Il faut savoir ça. Sur les premières maisons, on n'habite pas au rez-de-chaussée, on habite à partir de l'étage, simplement. Donc ce village vit évidemment en étroite collaboration et des fois il est un peu victime de la Dordogne. Donc il vit avec le fleuve Dordogne depuis quand même plus de 1000 ans. Au 9e siècle de notre ère, personne n'utilisait encore le devant de la falaise. Au 9e siècle, on s'est servi de la falaise d'abord. Les habitants du coin qui habitaient à Gajac, un petit bourg qui est juste à côté, Gajac c'est au creux de la colline, les habitants ne sont pas fous, ils n'habitent pas sous la falaise, pour habiter là. La Dordogne frôlait à cette époque-là, la falaise. Donc les habitants du coin habitaient un peu plus loin. Et les habitants, ils ont aperçu des gros bateaux menaçants qui remontent la Dordogne. En 853, les premiers dracars à fond plat arrivent et ils sont passés par l'estuaire de la Gironde. Donc ils vont attaquer les villages environnants et vont être capables de remonter jusqu'en Corrèze. Donc pendant une quarantaine d'années, ils vont passer par ce virage de la Dordogne et les gens du coin vont tellement avoir peur des Vikings qu'ils vont cacher leur maison, éteindre les feux et se réfugier dans la crevasse là-bas. L'abri sous roche dans lequel on a retrouvé récemment des traces de feu et d'ossements qui sont bien antérieures puisqu'on a estimé leur âge à 22 000 ans. Donc en pleine ère glaciaire, Cro-Magnon venait déjà prendre des repas ici. On s'est rendu compte que déjà il y avait un lieu touristique déjà à cette époque-là. Donc les habitants du coin vont se réfugier là-dedans et pour bien se dissimuler vont faire appel à l'abbé de Sarlat et les autorités locales vont fournir du matériel et des hommes pour creuser des tunnels et des abris troglodytiques, donc à l'intérieur de la falaise. On va créer un micro-village pour pouvoir protéger la population. Vu que les invasions vikings vont durer une quarantaine d'années, les gens seront à l'abri pendant une quarantaine d'années. Ils descendront au village lorsque les bateaux seront partis tout simplement. Et donc 40 ans plus tard, on remercie Sarlat en lui offrant la falaise et l'abbé de Sarlat pourra créer un village de toutes pièces. Jusqu'à Sarlat, il n'y a pas de fleuve, il n'y a pas d'autoroute commerciale. Et bien l'autoroute commerciale passe par ici. On va créer une extension fluviale de Sarlat ici. C'est pour ça qu'on n'a que des belles maisons. Ce sont les riches sarladais qui vont construire leurs maisons contre la falaise. À l'extérieur, ce seront les paysans. Ici, ce seront les artisans, les marchands, les bourgeois de Sarlat. Et l'abbé en personne.
Alors, on va fortifier ce village au cours des guerres médiévales. On va même installer les archers, les arbalétriers en hauteur. Vous avez les fenêtres qui en attestent, avec une entrée cachée derrière les arbres. En fait, cette falaise est un véritable fromage, hein. C'est un vrai emmental, hein. Donc à l'intérieur, il y a plein de petits trous, il y a des salles de garde, des salles de prière. Et donc à la fin des guerres médiévales, on va refaire partir le commerce fluvial et on va faire venir des nobles, des bourgeois et surtout des érudits. Il y en a un qui va être très connu dans la région, qui s'appelle Jean Tarde et qui s'installe dans le manoir avec la tour ronde ici, couvert de lauze. Vous avez de la lauze, hein, sur les hauteurs. Alors ce manoir est classé monument historique depuis 1951. Jean Tarde, peut-être l'ignorez-vous, c'est l'un des personnages les plus importants qu'a donné le Périgord, parce que ce mec-là était à la fois historien, chroniqueur du Sarladé, mathématicien, géographe, astronome, et aussi théologien. Donc ses études en théologie lui ont permis de devenir le bras droit de l'évêque de Sarlat, après un abbé Saint l'évêque qu'on a ici. Et donc ce mec-là va aider l'évêque de Sarlat. Il va devenir le représentant du Périgord à la cour du roi Henri IV, mais aussi chez le pape à Rome. Alors cet homme-là est devenu très très important, et lorsqu'il va en Italie, il n'hésite pas une seconde, il va rencontrer ses homologues étrangers, donc les gens qui bossent pour l'église, mais aussi les scientifiques. Comme il est astronome, il va rencontrer Galilée. Et donc en rencontrant Galilée, sa tête va faire un tour complet. Évidemment, sa foi un petit peu aussi. Sa foi va être ébranlée puisque Galilée va lui apprendre que nous ne sommes pas sur une Terre qui est plate et qu'on est au centre de l'univers, mais qu'on est bien sur une boule qui tourne à toute vitesse autour du Soleil. Alors Jean Tarde va rentrer en Périgord avec un cadeau de Galilée, une lunette astronomique. Le cadeau sera un peu lourd à porter pour lui puisqu'il va se retrouver en prison. Évidemment, lorsqu'il annonce à tout le monde qu'on n'est pas au centre de l'univers, l'Inquisition le chope à un coin de rue, l'envoie en tôle, le fait sécher pendant 5 jours et on l'amène au tribunal où on va le juger pour hérésie. Évidemment, il a menti par rapport à Dieu et aux préceptes, les dogmes évidemment de l'époque. Donc je vous rappelle, à l'époque, hein, la Terre est plate, on est au centre de l'univers et si on dit autre chose, on monte sur le barbecue. Alors Jean Tarde, pas bête, il va mentir à son tour, mais dans l'autre sens. Il va dire, excusez-moi, je me suis trompé. Effectivement, vous avez raison, on est bien au centre de l'univers. J'ai refait les calculs, Galilée s'est gouré. Et donc on l'a libéré, il est rentré chez lui. Bah, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit tout ce qu'il savait. Il a remis la vérité en place sur papier et il a distribué par écrit tout son savoir. Parce qu'il avait peur forcément du bûcher, il n'est pas fou. Donc ça lui a permis de vivre jusqu'à l'âge de 73 ans. Hein, au XVIIe siècle. C'est plutôt une belle performance, je vous rappelle. Hein. Donc voilà, comme le chantait Brassens, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente. Donc voilà pour l'histoire de la Renaissance. Beaucoup plus proche de nous, la roche qui s'éclaircit tout là-haut, c'est une cicatrice qui date du 17 janvier 1957. À 62 ans, un morceau de falaise s'est décroché, un pan de mur est tombé sur le village, faisant tomber à la fois 12 maisons et la route. 12 maisons furent emportées par 5000 mètres cubes de roches. Alors un bout de falaise qui tombe, je peux vous dire que ça fait sacré dégâts. Le bruit s'est entendu jusqu'à Castelnau et Dôme. Même à Sarlat, on en a entendu parler. Et donc à 62 ans, on a perdu 3 personnes également. 12 maisons, 3 personnes. C'est quand même peu, hein, en regard du nombre de maisons qui ont disparu ce jour-là. Et le château qu'on a au-dessus de nous, il n'est pas prêt de tomber. Il tient bien sur ces deux cannes. Si vous regardez bien, il y a deux styles d'architecture. J'attends le moment où on passe vraiment devant pour voir les deux styles d'architecture, les deux époques. Côté gauche, une tour ronde coiffée de l'os qui mène des ogives en bas, là, qui montre un style féodal, on va dire, 14e. Et à droite, une tour Renaissance. Tour carrée, fenêtre à meneaux et toiture en trapèze. Ça rappelle le 16e ou 17e siècle. Et bien en réalité, messieurs dames, ce château, il a pas plus de 120 ans. Il a été construit à la fin du 19e siècle. Il a été réalisé sur des styles assez anciens. Donc c'est un néoclassique très très néo, hein, puisqu'il est habité seulement depuis 1902. C'est vraiment très récent comme construction. Donc il fut construit pour monsieur le comte de Saint-Aulaire, qui était ambassadeur de France en Angleterre. Il désirait rendre hommage au grand château périgourdin et en même temps, je pense, en mettre plein la vue à ses homologues étrangers. Parce que voilà, quand on est diplomate, c'est mieux d'avoir un château comme ça qu'un petit manoir quelconque. Et il a carrément fait changer le nom du quartier, on l'appelle la Malarterie aujourd'hui, ce quartier. Autrefois, c'était les maisons des lépreux, donc les maladreries. Maladrerie a donné Malarterie, c'est un abus de langage évidemment. Donc on a changé le nom ici parce que les maladreries, ça faisait peur à tout le monde. Ils donc passé devant les hôpitaux du XIVe siècle. Alors hôpital, c'est pas le genre d'hôpital où on a envie de se faire soigner pour un panari. Hein. C'est les lépreux, les pestiférés, le choléra et ce genre de joyeuseté. Là.
Donc en fait, ah mais ils ont jeté tout le monde à terre un petit peu. Vous voyez, quand on regarde les montres, ça se passe chez nous. Là, non, ça va, vous êtes gentil pour l'instant. Donc en fait, on installait les malades à l'extérieur du village pour éviter la contagion et pour faire peur aux ennemis. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'un seul chemin qui amène au village. On habite sous la falaise, parce qu'en fait, le seul chemin qui amène au village, bah, il va passer entre la falaise et la Dordogne. Donc forcément, quand on met les malades au devant, personne ne va rentrer dans le village. Donc on va se servir de la superstition, de la malédiction divine, pour faire fuir les assaillants. Voilà, donc on va se servir au Moyen-Âge des lépreux comme d'un bouclier bactériologique et spirituel à la fois. C'est crado, mais c'est la guerre. C'était comme ça à l'époque. Donc la falaise au nord, la rivière au sud, les archers à l'est, les malades à l'ouest. Après la révolution industrielle, la révolution va tout changer, va réduire les distances. Et historiquement, c'est le bateau qui a enrichi la région. Et voilà pourquoi il y a plein de châteaux dans le coin. Des machins comme ça derrière moi, bah, ils ont tout intérêt à se mettre près des gavards. Parce que le pognon, il passe là. C'est une autoroute commerciale. Quand on a une autoroute, forcément, on a des péages. 1337, 1453, et pendant une centaine d'années, le château va changer de main 14 fois. 14 fois. 7 fois, les barons d'ici du Périgord vont piquer le château à l'Angleterre, et 7 fois, les Anglais vont le récupérer assez facilement. Il faut bien l'avouer, les Anglais sont mieux organisés que les Français, tout simplement parce qu'ils n'avaient aucune bataille entre eux, les Anglais. Les Français, eux, oui. Les 4 baronnies principales, les 4 chefs de guerre qui tenaient le Périgord, passaient plus de temps à se battre entre eux qu'à récupérer et à défendre le château de Castelnau. Donc forcément, le temps qu'ils se battent entre eux, les Anglais récupéraient le château et le gardaient 5 ans. Et nous, on le gardait 6 mois. C'est un déséquilibre un peu, hein. Donc finalement, il a fallu que les barons du Périgord soient convoqués aux États généraux. Donc c'est le roi lui-même qui arrive à Beynac en 1442. Il va taper du poing sur la table, il va les sermonner, pour utiliser un mot correct. Voilà, il va leur mettre une sacrée danse. Et donc il va leur montrer la couronne, il va leur dire: c'est quoi ça? Ça, c'est une couronne, ça veut dire que je suis le roi, ça veut dire que je suis le chef. Alors les 4 Tintins là, hein, parce que Beynac, Mareuil, Bourdeil et Quiron, il en a fait le Périgord noir, blanc, vert et pourpre. Hein. Il a dû diviser le Périgord en 4 pour satisfaire leur ego démesuré. Et il va se débrouiller pour ne pas leur filer le château surtout. Il dit: moi demain j'attaque Castelnau avec mes hommes. Il est arrivé avec ses cavaliers à lui. Alors il va attaquer le château et forcément les barons du Périgord ils vont le suivre. Parce qu'un baron SDF ça s'est jamais vu. Hein. Donc s'ils ne suivent pas le roi, ils n'ont plus de poste. Alors ils attaquent avec le roi. On met 4200 bonhommes devant Castelnau et les Anglais vont fuir Castelnau au bout de 3 semaines de siège. C'est rien, 3 semaines c'est zéro. Normalement un château comme ça c'est 3 mois, 6 mois ou 1 an pour le libérer. En fait, les Anglais n'avaient tellement pas prévu une organisation de la part des seigneurs qu'ils n'avaient pas fait le plein. Vous n'avez pas fait les réserves, vous n'avez pas fait les courses, tout simplement. Donc on abandonne le château et on part. Et ils perdent l'Aquitaine peu à peu. 1442 marque le début de la reconquête et donc le château de Castelnau sera récupéré par le roi et les barons derrière. Et pour ne pas remercier les barons, il va le donner à quelqu'un d'autre. Parce qu'il a peur qu'ils se battent entre eux pour avoir celui-là. Il va dire: tiens, je ne vais pas vous le donner à vous. Je vais le donner au seigneur de Caumont, qui habite à La Force, près de Bergerac. Les 2 Caumont sont un peu surpris par le don du roi, et ils disent: alors moi je veux bien habiter ici, seulement je ne veux pas habiter dans la caserne là. Ça c'est bon pour les soldats, c'est un château fort, c'est moche. Château fort, on arrive bientôt à la Renaissance, on n'en veut plus. Alors on va construire un château de princesse derrière. Le château des Milandes va voir le jour en 1489, et les descendants des 2 Caumont habiteront aux Milandes jusqu'à la Révolution française. Le château de Castelnau va peu à peu tomber en désuétude, on s'en sert comme péage et comme caserne, mais à la fin du XVIIe, plus personne n'en veut. Parce que c'est un château fort. Château fort, c'est 0 à la fin du XVIIe siècle. Alors on l'abandonne complètement, et à la Révolution, on le démonte. Il est démonté jusqu'en 1966, où il sera racheté par un propriétaire privé et intégralement rebâti avec les plans de l'époque. C'est aujourd'hui le château le plus visité du sud de la France et il abrite le musée de la guerre au Moyen-Âge. Les propriétaires et ses descendants, le fils du propriétaire qui a racheté, tient encore ce château et il en a fait une magnifique bâtisse qui est ouverte à la visite, même pour les Anglais.